Bonjour internet, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'en viens aujourd'hui vous parler de fantasy. J'ai lu pas mal de fantasy ces derniers mois pour au moins deux raisons. La première c'est je pense un besoin assez partagé de se préserver et de fuir un petit peu dans l'imaginaire des réalités et des actualités assez déprimantes. Et la deuxième raison c'était la sortie du jeu vidéo Elden Ring que je considère vraiment comme un chef-d'œuvre. Et de manière plus générale j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour les jeux vidéo du studio From Software. Enfin bref, j'avais envie en fait de rester dans l'atmosphère du jeu, j'avais envie de retrouver dans mes lectures quelque chose qui me permettrait un peu de prolonger cette expérience. Et il y a quand même une troisième raison, c'est que l'année dernière j'ai lu le recueil de nouvelles Janua Vera de Jean-Philippe Jaworski et c'était une de mes meilleures lectures de l'année. Ça m'a vraiment donné envie de me relancer un petit peu dans des lectures de l'imaginaire et c'était vraiment une super bonne lecture. Donc pareil, j'avais envie de retrouver des choses un petit peu similaires. Je me suis dit aussi que c'était le bon moment pour vous en parler parce qu'au mois de mai sur le Booktube français, c'est le mois de la fantasy. Au mois de mai il y a aussi le salon du livre des Imaginales à Épinal. Et si vous connaissez bien ce type de littérature, je vous serais vraiment très reconnaissante si vous pouvez aller voir au moins juste la toute dernière fin de la vidéo où je demande des recommandations et peut-être me conseiller des choses dans les commentaires, ce serait vraiment très sympa. Alors on va commencer tout de suite avec vraiment de l'obvious total, l'évidence la plus évidente. J'ai lu la première intégrale du Trône de Fer de George R.R. Martin. Alors je sais bien, vous ne m'avez pas attendu, moi, Margorito, en 2022, pour que je vienne vous dire, vous savez, le Trône de Fer, c'est vachement bien. Je sais que, évidemment, c'est complètement obvious pour la majorité des gens qui regarderont cette vidéo. Même les personnes qui n'ont pas lu les livres ont au moins vu ou entendu parler de cette série que moi j'avais absolument adorée. Mais donc, ce que je peux vous dire, en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que, petite astuce, si, comme moi, vous avez parfois des problèmes un peu d'anxiété, en ce qui me concerne, lire l'œuvre dont a été adaptée à l'écran, une œuvre que j'ai beaucoup aimée, une série ou un film que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment quelque chose de profondément anxiolytique pour moi, c'est-à-dire que là vous mettez vraiment un peu votre imagination comme dans des chaussons, dans un cocon qu'elle connaît déjà, vous savez déjà vers où vous allez, mais ça permet comme d'aller plus dans le détail et plus d'en prolonger une expérience que vous avez déjà aimée auparavant. Donc je voulais mettre un peu mon imagination dans des chaussons en me tournant vers cette première intégrale et en fait j'ai été vraiment surprise. Disons que ça m'a encore plus plu que ce que je pensais. La première grande surprise que j'ai eue, c'est que la plume de George Martin, en tout cas dans cette traduction, est vraiment très belle. Je trouve que c'est remarquablement bien écrit. Le style est vraiment très bon et donc sur cette histoire que j'aimais déjà, avec des personnages que j'aimais déjà, ça me permettait comme d'ajouter de très délicates variations. Et en plus il faut savoir qu'il y a quand même des partis pris narratifs qui sont différents dans la version en roman que dans la version télévisée. Je pense que pour les besoins de la série il était nécessaire d'édulcorer un petit peu certains aspects et par exemple il y a des personnages qui vivent des choses très traumatiques et qui sont beaucoup plus jeunes dans les romans que dans la série. Enfin bref, ça vaut même le coup en fait de les lire simplement pour avoir un peu un autre regard narratif sur l'histoire. Et donc en ce qui me concerne, j'étais un petit peu dans une sorte d'admiration technique. J'ai trouvé ça très intéressant d'observer de quelle manière George R.R. Martin allait aller du point A au point B, parce que je savais vers où allait l'intrigue, mais de voir de quelle manière il la menait, etc. C'était vraiment très intéressant. Une chose que j'ai trouvé très intéressante aussi, c'est de voir de quelle manière étaient retranscrites sur le plan littéraire en fait les différences de focalisation, c'est-à-dire que sur chaque chapitre en fait vous allez vous attacher au point de vue d'un personnage différent. Et en fait ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que il y a des personnages en fait qui sont centraux dans ces premiers tomes du Trône de Fer. Par exemple, un exemple que je pourrais prendre, c'est le personnage de Robb Stark, qui est un des personnages principaux de ces premiers tomes, mais c'est un personnage principal dont on n'a pas la focalisation directe, c'est-à-dire que son importance lui est donnée par le regard des autres personnages sur lui. Alors je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas ces choix de focalisation, le fait de réussir à créer des personnages principaux qui ne sont pas forcément ceux qu'on va incarner entre guillemets en tant que lecteur dans les chapitres, j'ai trouvé ça très technique, très intéressant, et c'était aussi assez stimulant intellectuellement d'essayer de me souvenir de comment ces choix donc de focalisation, de narration avaient été retranscrits dans la série. Voilà, j'espère que vous avez compris quelque chose à mon explication. Je suis pas sûre que c'était hyper clair, mais en gros j'ai adoré cette lecture et je pense que je vais continuer un petit peu au fil de l'eau à lire les autres intégrales du Trône de Fer. Une réflexion que je me suis faite, c'est que le lectorat de l'imaginaire, en tout cas de fantasy adulte ou de fantasy un peu
où il y a beaucoup d'enjeux politiques, stratégiques, etc. comme c'est le cas ici. C'est un lectorat qui est très tatillon, très méthodique et très précis en quelque sorte. Enfin, en tout cas, la réflexion que je me suis faite, c'est que si j'avais découvert ce livre avant d'avoir vu la série, je pense franchement que j'aurais été perdue parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnages, des enjeux de pouvoir et des enjeux, enfin des luttes qui sont assez complexes à se représenter. Et du coup, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui arrivent à lire ce genre de livre sans en avoir vu l'adaptation avant, parce que moi je pense vraiment que j'aurais été paumée et que je suis contente de découvrir ça après avoir vu la série. Donc voilà, c'était la première intégrale du Trône de Fer que je recommande si jamais vous aviez encore besoin que quelqu'un recommande cette lecture. Voilà, j'ajoute ma pierre à l'édifice. Ensuite on passe vraiment complètement sur un autre registre et sur quelque chose de très différent. J'ai lu Watership Down de Richard Adams. C'est un roman britannique qui est paru en 1972 et en fait c'est un roman qui s'inscrit dans un courant, enfin dans un registre très précis de la fantasy qui est la fantasy animalière. En fait les personnages principaux de Watership Down sont des lapins de Garenne. Alors j'ai conscience que dire ça, ça peut ne pas sembler très vendeur pour peut-être certains d'entre vous qui m'écoutent, mais je peux vous garantir que c'est une des meilleures lectures que j'ai faites pour cette vidéo. En fait, Watership Down, bien que mettant en scène des animaux anthropomorphisés, quoique encore on pourrait discuter sur à quel point ils sont anthropomorphisés, mais bref... Bien que mettant en scène des animaux, Watership Down n'est pas du tout une œuvre qui se destine à la jeunesse, en tout cas selon moi, et c'est une œuvre qui est extrêmement sombre. En fait, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi sombre. Si vous voulez, pour vous résumer les choses, on va suivre des lapins de Garenne qui font toute une sorte d'odyssée à travers des prairies, des ruisseaux, des terriers, etc. Mais c'est un récit qui va vraiment mettre en scène des luttes armées, des infiltrations, il y a même en quelque sorte aussi un système de magie, enfin bref, on est vraiment dans un récit d'aventure qui est, comment dire ça, qui a beaucoup de variations en fait dans sa tension, et moi c'est un récit vraiment que j'arrivais pas à lâcher, que j'ai trouvé absolument magnifique. Par ailleurs, il y a la plume de Richard Adams qui est une plume vraiment très belle, on a l'impression un peu de se balader dans une aquarelle en fait pendant 500 pages. J'ai trouvé ça vraiment très beau et en fait ça fait penser à... Enfin, si vous voulez, Watership Down, il est un peu considéré comme un classique de l'imaginaire au Royaume-Uni et il est un peu difficile de ne pas penser à un autre classique de l'imaginaire, enfin un peu de fantasy animalière, en tout cas avec des animaux anthropomorphisés, qui est Le vent dans les saules de Kenneth Grahame. Et donc si vous avez aimé Le vent dans les saules, il y a de très fortes chances que Watership Down vous plaise aussi, sachant que c'est un récit qui est beaucoup plus adulte et où encore une fois il y a une noirceur qui est très inattendue. Enfin, en fait quand je vous dis ça, j'ai envie de vous raconter les premières scènes qui m'ont vraiment saisie, enfin auxquelles je ne m'attendais pas du tout, parce qu'il y a vraiment de vrais moments d'effroi, des moments de suspense et d'horreur qui sont très puissants. Alors il y a quand même quelques longueurs, il y a notamment un système un petit peu de récit enchâssé que j'ai trouvé parfois un peu pesant, parce que on a envie en fait de rester dans l'intrigue et pas de partir dans un nouveau récit. Mais vraiment en dehors de ça, en fait quand j'ai refermé le livre, la fin en plus est très belle et très émouvante et j'ai eu l'impression que c'était un des plus beaux romans d'aventure que j'ai lu de ma vie. Voilà, et donc encore une fois un roman qui à mon sens a sa place dans cette vidéo parce qu'il est classé comme un roman classique de la fantasy animalière, mais aussi parce que vous avez vraiment des affrontements entre le bien et le mal, vous avez vraiment des moments parfois presque militaires avec des élaborations de stratégie, de bataille, d'infiltration, etc. Avec aussi, comme je le disais, un système de magie. Bref, c'est vraiment un roman que je recommande à 100%, qui est très inattendu, et surtout ne vous fiez pas au fait que ça met en scène des animaux, parce que c'est beaucoup plus adulte en fait que ce qu'on pourrait croire, et c'est vraiment un très beau livre. Alors ensuite je vous parle d'un récit qui a été beaucoup plus décevant. Il s'agit de Déraciné de Naomi Novik. Alors Déraciné, c'est un roman qui dans mon souvenir s'inspire un petit peu des contes polonais. Dans ce roman en fait l'autrice met en scène un bois, enfin une forêt
maudite qui va essayer en quelque sorte d'envahir en fait le monde extérieur et qui va essayer de se répandre et de grossir le plus possible. Et donc ce bois maléfique a plusieurs manières d'essayer de s'étendre. Déjà il envoie des sortes de monstres, des promeneurs qui vont enlever des humains pour les ramener dans le bois. Il y a aussi tout un système un peu de possession où le bois va réussir à prendre possession de certains autres êtres vivants, etc. Et donc notre personnage principal est une jeune fille qui, avec son peuple, vit à proximité du bois et qui donc depuis des années s'organise pour essayer d'empêcher l'expansion de cette forêt et pour essayer de lui résister tant bien que mal. Alors mes premières impressions sur le livre étaient très positives parce que je trouve que l'univers est vraiment hyper bien pensé. J'ai trouvé ça assez effrayant. Il y avait de vrais moments d'effroi, de très bonnes idées au niveau des créatures, de très bonnes idées au niveau des mécanismes horrifiques. Enfin là ça m'a semblé vraiment assez dark au début. Et en plus j'étais contente parce qu'il y avait des espèces de monstres arbres qui me faisaient penser à Elden Ring, enfin bref. Plutôt une très bonne impression au début et qui a perduré par moments par la suite parce qu'il y a vraiment des scènes, par exemple on a des personnages qui rentrent à l'intérieur de ce bois et du coup ça mobilise en fait un imaginaire qui est très enfantin mais d'une manière adulte, d'une manière qui est très efficace, qui est très effrayante et avec encore une fois de très bonnes idées. Maintenant en fait le problème que j'ai eu c'est que c'est un roman qui à mon sens souffre vraiment de très gros problèmes d'exécution. Là en termes de style, je pense qu'à ce stade de la vidéo et si jamais vous regardez mes autres vidéos vous avez compris que moi je suis quand même une lectrice qui attache beaucoup d'importance à la forme et au style et en fait là le style est quand même vraiment très approximatif, il y a vraiment de gros problèmes d'exécution, des fois de narration de certaines scènes. On a aussi des personnages qui sont assez approximatifs, qui sont pas très précis, qui sont pas très intéressants non plus. Et au-delà du style, même au niveau narratif, je pense que c'est un roman qui a des défauts qui sont quand même assez indéniables, notamment c'est très inégal en fait, vous allez avoir certaines parties du livre qui sont extrêmement palpitantes et puis d'autres qui sont vraiment très ennuyeuses et poussives. Vous allez avoir aussi, donc ça c'est ma faute, enfin entre guillemets c'est mon problème, c'est que ce n'est absolument pas mon truc, mais il y a une romance qui est assez centrale dans le livre et que moi je trouve vraiment profondément inintéressante avec des personnages qui sont pas très bien écrits et pas très... Moi en tout cas c'est vraiment un aspect qui m'a beaucoup déplu dans le livre et auquel j'arrivais absolument pas à m'intéresser. Surtout quand à côté vous avez une forêt maudite qui envoie des monstres, enfin bref, je trouvais que c'était un peu dur de s'attacher à cette romance que je trouvais honnêtement un petit peu claquée au sol. Au niveau narratif et un peu fantasy aussi, vous avez un système de magie qui est pas très clair, qui est un peu brouillon, on a l'impression que c'est une sorte de gloubi-boulga où l'autrice a mis plein de choses qui n'ont pas grand chose à voir et du coup au moment où il y a des scènes d'affrontement on a du mal à comprendre ce qui se passe, enfin bref. Et en fait pour être honnête les 100 dernières pages je les ai lues un peu en diagonale parce que j'étais vraiment très déçue. Je trouvais que c'est un univers extrêmement prometteur avec des idées qui étaient vraiment très bonnes mais que l'exécution vraiment derrière ne suit pas. Et moi en tout cas en tant que lectrice j'étais vraiment déçue donc voilà. C'est vraiment très dommage et ça m'a aussi permis d'identifier comme a posteriori dans certaines lectures que en fait j'avais un peu deux gros trigger warnings qui faisaient que j'avais du mal à lire de la fantasy. La première c'est un style littéraire un petit peu simpliste, un peu enfantin avec lequel moi je peux parfois avoir du mal, plus le fait de s'attacher à des romances qui sont un peu éclatées, enfin qui sont pas très intéressantes. Voilà, ces deux éléments là c'est vraiment des choses qui me rebutent énormément quand je lis de la littérature de l'imaginaire et c'est encore plus frustrant quand ça s'inscrit dans un livre dont vous avez l'impression de sentir qu'il y avait vraiment un potentiel et qu'il y avait vraiment des images qui auraient pu être très fortes. Donc voilà, c'était malheureusement une déception me concernant. Alors ensuite j'ai lu un livre qui avait beaucoup de points communs avec le précédent, il s'agit de L'ours et le rossignol de Catherine Arden. Alors là les points communs c'est qu'on est aussi dans une atmosphère de dark fantasy un petit peu hivernale et aussi que c'est là encore un récit qui va s'inspirer de contes. Ici l'autrice s'inspire vraiment de contes russes et aussi du Moyen-Âge russe parce qu'en fait le récit va prendre place dans un Moyen-Âge réaliste dans lequel on retrouve des lieux, par exemple Moscou, ou des personnages historiques qui ont réellement existé. Et donc dans ce Moyen-Âge russe réaliste, en fait l'autrice va mettre en scène des personnages qui sont vraiment issus des contes médiévaux russes. Et en fait ce sont des personnages de démons ou d'esprits
d'esprits qui peuvent être des esprits de protection mais aussi des esprits plus menaçants et qui peuplent vraiment l'environnement des personnages et y compris leur environnement immédiat parce qu'on retrouve ce genre d'esprit et ce genre de démons à l'intérieur des maisons. Donc on suit des personnages qui évoluent au milieu de ces esprits, de ces croyances et il y a notamment des personnages en fait qui sont un petit peu considérés comme des sorcières parce que c'est des personnages qui sont capables de voir ces esprits et de voir ces démons. Et en fait ce que j'ai trouvé absolument passionnant c'est que l'autrice va mettre en scène en quelque sorte la christianisation un peu de ces régions de la Russie au Moyen-Âge. Elle va mettre en scène un personnage de prêtre qui débarque en fait dans ces villages de la campagne russe et qui va un peu forcer les gens à se christianiser, à renier leurs croyances précédentes et donc à arrêter par exemple de vénérer ces démons, ces esprits qui sont dans leur environnement. Donc on est dans une atmosphère qui est très pesante et très effrayante d'obscurantisme religieux. J'étais vraiment super fan de ce personnage de prêtre un peu... c'est un peu un genre de Claude Frollo qui arrive et qui est aussi... un peu sous les feux du désir et qui essaye de soumettre une population qui est hantée par des démons en quelque sorte, etc. C'était vraiment hyper intéressant, hyper dark et ça faisait longtemps en fait que j'avais pas commencé à lire un livre que je n'arrivais pas à m'arrêter le soir en fait. J'avais vraiment très envie de connaître la suite. Du point de vue du style, le style en fait de Catherine Arden, il est pas... on n'est pas sur quelque chose d'aussi travaillé et d'aussi ornementé que chez George Martin par exemple. C'est beaucoup plus simple mais c'est très efficace. On a vraiment une avancée de l'intrigue qui est progressive, qui est constante, qui se tient très bien et qui met vraiment le lecteur ou la lectrice en haleine. Alors il y a quand même des moments d'action qui sont un petit peu plus brouillons, un petit peu plus confus, mais vraiment ça ne m'arrêtait pas. Comme je dis, quand je commençais à lire ce livre, je n'arrivais plus à m'arrêter. J'ai trouvé ça vraiment passionnant, très bien fait, super intéressant, avec un univers qui vous reste en tête après. Donc il faut savoir que ce livre peut se lire un peu comme un one-shot, enfin il se tient en lui-même avec un début, un milieu, une fin, mais l'autrice a quand même poussé son univers et poussé son histoire sur une trilogie. Et donc un peu portée par l'enthousiasme, j'ai lu le tome 2 dans la foulée et j'ai été beaucoup moins convaincue par le tome 2, notamment parce que c'est un petit peu plus brouillon en termes de style. J'avais eu l'impression que peut-être l'autrice l'avait écrit beaucoup plus vite que le livre précédent, et aussi parce que, donc là on retrouve mes trigger warnings, mais le tome 2 va vraiment beaucoup plus, ça peut sentir, sur une romance qui était déjà un petit peu présente dans le tome 1 mais qui n'était pas centrale et qui était quand même un peu intéressante, un peu mignonne, etc. Mais sur le tome 2, on est vraiment très focalisé là-dessus. Il y a des choses qui sont beaucoup plus étranges, beaucoup plus approximatives, etc. Donc bref, je suis beaucoup moins convaincue par le tome 2. Cela dit, je vous recommande à fond le premier tome que moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je lirai le troisième afin de me faire quand même une idée sur l'ensemble de la trilogie et sur la manière en fait dont l'autrice aurait pu conclure cette histoire et donc qu'est-ce qu'elle a pu un peu amener dans le dernier tiers, voilà. Alors ensuite on bascule complètement sur un autre registre et sur un autre style. Je vous parle de Berserk de Kentaro Miura. Alors Berserk, c'est un manga pour adultes, un seinen qui a été commencé en 1989 et en fait je me suis lancée dans la lecture de Berserk parce que c'est vraiment déjà considéré comme un classique de la dark fantasy, mais aussi parce que c'est vraiment une des sources d'inspiration principales et en tout cas une œuvre très importante pour Hidetaka Miyazaki, qui est le créateur du studio From Software dont je vous parlais juste avant, et donc le créateur de Elden Ring, etc. Bref, un artiste que j'admire beaucoup, et en fait il cite vraiment très souvent Berserk comme une de ses grandes influences, notamment pour les jeux vidéo de la série des Dark Souls. Donc enfin voilà, plein de raisons, et aussi le fait que j'essaye de m'éduquer un peu et d'avoir une meilleure culture manga. Donc j'ai lu les 5 premiers tomes de Berserk, et en fait il faut savoir que le créateur en fait est décédé avant d'avoir pu achever la série. Donc c'est de manière volontaire que je me suis limitée aux 5 premiers tomes. En fait j'ai vraiment envie de poursuivre la lecture de cette œuvre sur le long terme, parce que je sais qu'il y a un nombre fini de tomes et qu'il n'y a pas la fin. Donc voilà, j'ai envie de faire durer cette histoire, et donc si j'ai envie de la faire durer, vous vous en doutez, c'est parce que j'ai absolument adoré ces 5 premiers tomes. En fait Berserk, c'est une œuvre qui est extrêmement sombre mais qui
qui moi m'a vraiment sidérée par son inventivité visuelle. Alors je pense pas que c'est très important de vous parler de l'histoire, je pense qu'il vaut mieux la découvrir. Sachez juste que ce personnage là, Guts, est le personnage principal de Berserk et que c'est vraiment une sorte de figure de guerrier maudit. Et je conseille aux âmes sensibles de s'abstenir parce que là on est vraiment dans une œuvre graphique qui est très violente, à la fois parce que c'est sanglant et parce qu'il y a de la violence physique, mais aussi parce qu'il y a des représentations horrifiques, fantastiques, enfin des représentations de monstres, des représentations de magie, de cauchemars, de choses comme ça, qui sont vraiment très impressionnantes, qui sont vraiment d'une très très grande inventivité visuelle. Enfin, moi je suis vraiment épatée par l'imagination de ce dessinateur, je trouve ça vraiment tout bonnement incroyable sur le plan du dessin. Il y a aussi des représentations architecturales qui sont magnifiques, des scènes de bataille et un dynamisme en fait dans les combats qui sont magnifiques aussi. Donc j'ai trouvé ça tout simplement exceptionnel sur le plan visuel, en tout cas dans les 5 premiers tomes, mais même en fait dans le fond, ça m'a vraiment énormément touchée aussi. En fait, je ne savais pas du tout que Berserk est une œuvre en fait que j'ai trouvée très queer, avec des représentations voilà, qui sont très intéressantes sur le plan un peu queer, et aussi c'est une œuvre qui met en scène des thématiques auxquelles on ne s'attend pas forcément dans de la dark fantasy, enfin en tout cas auxquelles moi je ne m'attendais pas dans de la dark fantasy des années 90, et c'est une œuvre notamment qui parle de violence sexuelle et qui parle aussi de formes de stress post-traumatique. Enfin bref, j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant, hyper touchant. J'avais très envie de lire la suite immédiatement, mais je me suis dit que c'était chouette aussi de le faire durer dans le temps et de relire ces 5 tomes plus tard pour ensuite lire la suite, etc. J'ai vraiment envie de faire durer cette œuvre qui m'a vraiment énormément plu. C'était aussi, je crois, une des plus belles découvertes de cette vidéo, donc voilà, je suis contente de la laisser durer dans le temps. Alors enfin, pour clôturer cette vidéo, j'avais envie de vous parler encore de 2 œuvres dont je vais parler brièvement parce que je ne les ai pas terminées, et ce sont 2 œuvres que je n'ai pas terminées pour 2 raisons différentes. La première, c'est que j'ai abandonné ma lecture, et la deuxième, c'est que c'est ma lecture en cours, donc voilà. Parce que c'est un classique de la dark fantasy, de la fantasy adulte qu'on m'a énormément recommandé, j'ai commencé à lire Les Annales de la Compagnie Noire de Glenn Cook. Alors, Les Annales de la Compagnie Noire, c'est une saga de fantasy dont je trouvais le parti pris de base assez intéressant. Et alors je crois que c'est Lorraine des mots de l'imaginaire, enfin une chaîne YouTube qui parle de littérature de l'imaginaire que vous connaissez sûrement, mais il me semble que c'est elle qui, dans une vidéo sur Les Annales de la Compagnie Noire, avait dit en gros c'est de la fantasy racontée du point de vue des orques. Et en fait c'est exactement ça. Si vous voulez, les personnages principaux des Annales de la Compagnie Noire, c'est une compagnie de soldats qui tout simplement se vend au plus offrant, c'est-à-dire ce sont des soldats qui vont se battre pour vous si vous les payez suffisamment, et peu importe si vous êtes dans le camp du bien ou dans le camp du mal. Donc je trouvais ça super intéressant de s'attacher à des personnages qui sont vraiment des pions dans une histoire beaucoup plus vaste de fantasy, et qui sont aussi des personnages qui peut-être ne se soucient pas trop et ne captent pas trop les enjeux géopolitiques en présence, et que du coup en tant que lecteur on ne se préoccupe pas forcément trop de ça non plus. Enfin je sais pas si c'est clair, mais bref, je trouvais que cette idée était super intéressante dans le fond. Et dans la forme, il y avait aussi un parti pris qui me semblait intéressant, qui est celui des annales, c'est-à-dire que en fait ce qu'on lit, ça a été rédigé par un des soldats, et ça constitue en fait les souvenirs de la Compagnie Noire. Et ce parti pris narratif me semblait intéressant parce qu'il permet d'éviter certains écueils. Par exemple, comme c'est un personnage qui parle, on peut accepter plus facilement un style littéraire qui est beaucoup plus simple, on peut accepter beaucoup plus facilement qui est, je sais pas, de la vulgarité par exemple. Enfin, ça permet d'avoir une écriture qui est plus incarnée et qui peut permettre de mieux faire passer certains défauts entre guillemets d'écriture. Ça permet qu'en fait on puisse avoir un style littéraire assez simple où on ne va pas forcément s'appesantir sur des descriptions des lieux, des descriptions des personnages, etc. mais où c'est ici justifié par la diégèse. Et malheureusement, alors que je partais avec beaucoup d'enthousiasme, j'ai été assez déçue parce que j'ai trouvé que ce parti pris narratif en fait très vite n'était pas du tout tenu par l'auteur. En fait on a par exemple une omniprésence des dialogues. Alors déjà les dialogues, moi c'est quelque chose qui a tendance à m'ennuyer beaucoup quand c'est mal fait. Enfin pour vous raconter une anecdote, moi je suis capable de
feuilleter un livre en librairie qui m'intéresse, et si en tournant les pages je vois qu'il y a vraiment des dialogues tout le temps à chaque page, c'est vraiment quelque chose qui me rebute énormément. Et donc au-delà du fait que c'est une manière de raconter les histoires qui ne me plaît pas trop, cette omniprésence des dialogues aussi me semblait vraiment pas justifiée en fait dans le récit, parce que lorsque vous êtes en train de rendre compte d'un événement, je pense, et surtout d'événements tels que des guerres, etc., des épidémies, des choses très vastes dans leur ampleur, enfin de très grande ampleur, ça m'étonnerait que vous soyez en train de recopier tous les dialogues des personnes en présence. Enfin bref, peut-être que ça semble hyper tatillon ce que je dis, mais j'étais en fait déçue que ce parti pris ne soit pas respecté en fait dès le début par l'auteur, et que dès le début il y ait des choix qui mettent un peu à mal cette diégèse, et du coup le fait qu'on n'arrive pas à y croire en fait. L'auteur lâche très vite la rampe d'un choix qu'il a lui-même fait pour sa narration, et en fait très vite on a des moments un peu philosophiques, lyriques, on a un petit peu des métaphores claquées au sol, etc. Et étant donné que l'auteur a lâché la rampe de son parti pris, on ne sait pas si ces maladresses de style, elles sont imputables à l'auteur lui-même ou au personnage. Je sais pas si je me fais très bien comprendre. Et encore une fois, on voit toute la focalisation que j'ai sur la forme, et c'est pas ma faute, mais c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Et donc ce style littéraire très confus et simpliste que je trouvais sympa au début parce que ça se justifiait dans l'histoire, ça m'a lassé vraiment très vite, et là j'ai un peu retrouvé la même déception qu'avec Déraciné de Naomi Novik, c'est-à-dire que il y avait des forces en présence, il y avait un univers, et il y avait des personnages qui m'attiraient vraiment énormément, et c'était très frustrant du coup que le livre me tombe des mains à cause de sa forme. J'ai trouvé encore une fois qu'on avait de très bonnes idées, mais vraiment un gros problème dans l'exécution, et que moi en tant que lectrice du coup ça ne me convenait pas. Donc peut-être que si vous attachez moins d'importance que moi à la forme, peut-être que c'est une saga qui pourrait vous plaire. De mon côté je suis quand même très frustrée que ça m'ait rebuté à ce point là, et que du coup je ne puisse pas accéder en quelque sorte à cette histoire, mais je vous la conseille néanmoins parce que voilà, de très bonnes idées, et je pense que par la suite il y a vraiment de très bonnes choses qui se passent, parce que encore une fois c'est une saga très classique qu'on recommande assez fréquemment lorsqu'on parle de dark fantasy. Mais voilà, en ce qui me concerne il y avait trop de problèmes dans la forme pour que j'arrive à entrer dans l'histoire. Et ma deuxième mention honorable, c'est pour Les Salauds gentilshommes de Scott Lynch. Alors ici on n'est pas du tout dans une mention honorable parce que j'ai abandonné ma lecture, mais tout simplement parce que je suis en train de lire ce livre et que je ne l'ai pas encore terminé. Donc voilà, j'avais envie de vous en parler quand même brièvement, parce qu'en fait là pour le coup c'est vraiment une très très bonne lecture. Donc avec précaution quand même, parce que encore une fois je ne l'ai pas fini et je peux pas me prononcer sur l'intégralité du livre, mais aussi sur l'intégralité de la trilogie qui est sortie. Mais disons que pour ce démarrage, contrairement par exemple à La Compagnie Noire, là on est par exemple dans une exécution, enfin dans une forme que moi je trouve absolument charmante et que j'aime vraiment énormément. Ici on a une plume donc qui est traduite de l'anglais encore une fois, mais dans cette traduction qui est vraiment très enlevée, qui est très belle, avec un rythme qui est vraiment super savoureux et super... C'est très charmant en fait comme livre. Si vous voulez, dans Les Salauds gentilshommes, on va vraiment être dans de la crapule fantasy. On va s'intéresser à des personnages qui sont des bandits, des voleurs et des escrocs. On est aussi dans une atmosphère de ville un peu méditerranéenne, un peu italienne. Enfin, il y a quelque chose dans l'atmosphère qui me faisait un petit peu penser, dans les impressions architecturales, etc., à Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski. On est un peu dans ce type d'ambiance si vous voulez. Et on a donc un world building qui est super intéressant, avec des personnages qui sont vraiment très attachants, en tout cas là où j'en suis. Et puis quelque chose que j'ai trouvé très intéressant aussi en termes d'élaboration de l'univers, c'est que en fait pour l'instant l'intrigue se passe dans une ville, et c'est la ville en fait qui a sa propre carte, avec ses quartiers, avec ses différentes couches sociales, ces différentes atmosphères de quartier, avec des quartiers qui sont plus malfamés, d'autres qui sont plus bourgeois, etc. Et en fait ce parti pris de faire une carte d'une ville plutôt qu'une carte d'une contrée, etc. Moi j'ai trouvé ça vraiment super intéressant et super charmant, et donc on est dans une atmosphère comme ça très urbaine, avec plein de ruelles dérobées, avec des cours d'eau qui passent à travers la ville, etc. Bref, j'ai l'impression que je vous le vends très mal, c'est peut-être parce que j'ai pas encore suffisamment avancé dans l'intrigue pour vous parler des forces en présence dans le livre, mais pour l'instant je suis vraiment sous le charme de ce livre. Je trouve que tant dans la forme que dans le fond ça annonce vraiment une très très belle lecture, avec beaucoup d'évasion, alors qui est pour l'instant en tout cas moins dark que beaucoup des livres que j'ai présentés précédemment, mais c'est peut-être amené à changer par la suite. Mais voilà, en tout cas pour l'instant c'est une très belle découverte et je n'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite.
Alors pour conclure, je dois dire que j'ai adoré me plonger dans ces lectures et que j'ai adoré partir un peu à la recherche de livres de fantasy susceptibles de me plaire, et en fait c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de continuer. Donc si jamais vous avez des choses à me conseiller dans les commentaires un peu en lien avec ce que j'ai dit précédemment, ce que je pourrais vous dire c'est que j'ai adoré plus jeune toute l'œuvre de Robin Hobb, qui est une œuvre que j'aime vraiment énormément, donc j'attache énormément d'importance au style et à la forme, j'aime quand même bien les belles plumes. Et la prochaine étape, enfin ce que j'aimerais, c'est creuser aussi du côté peut-être de maisons d'édition indépendantes, peut-être d'auteurs et d'autrices qui sont un petit peu moins connus. Et j'aimerais aussi beaucoup découvrir de la fantasy qui serait peut-être plus engagée, enfin en tout cas avec des auteurs un petit peu plus issus des minorités, parce que là on a quand même 100% d'auteurs blancs et majoritairement des hommes, en tout cas dans ce que j'ai présenté, donc j'aimerais bien avoir un petit peu plus de diversité dans mes lectures et ça me permettrait peut-être de découvrir la fantaisie un peu utilisée de différentes manières et en tout cas avec des représentations différentes. J'ai pas encore trop creusé, mais je pensais par exemple à la maison d'édition La Volte, qui est la maison d'édition d'Alain Damasio, et je crois que peut-être ils ont publié de la fantasy, enfin faudrait peut-être que je creuse par ici. Et donc ce que je disais dans l'introduction, c'est que je vais aller cette année pour la première fois aux Imaginales avec mon frère. Et si jamais vous connaissez des maisons d'édition qui seront présentes ou des auteurs et autrices qui seront présentes, n'hésitez pas aussi à m'en conseiller dans les commentaires. Et puis peut-être au plaisir de vous y croiser si vous y allez aussi. Dans tous les cas, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.